Donc, bonjour à tous. Pour sa dernière édition de l'année, donc le Café des Sciences a le plaisir de recevoir Madame Audrey Dussutour. Alors, donc, Madame Dussutour est éthologue, donc c'est-à-dire spécialiste du comportement des animaux. C'est pas une discipline qu'on a l'occasion de voir souvent au pont. Et donc après un PhD en éthologie animale, donc elle a réalisé à l'Université de Toulouse et à l'Université de Bruxelles. Donc Madame Dussutour a effectué un post-doc en Australie, à l'Université de Sydney, et c'est là qu'elle a découvert le blob. Donc le blob, c'est ce qui est là, et c'est aussi le sujet de son livre, qui s'intitule « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander ». Donc ça a été un succès de librairie. Et depuis, en plus de ses travaux de recherche, elle se consacre aussi à promouvoir les sciences auprès des jeunes. Donc je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, vous m'entendez? Super. Donc oui, aujourd'hui, je suis désolée, je ne vais pas vous parler de fourmis. Mais vous pourrez me poser autant de questions que vous voulez sur les fourmis ensuite. Mais j'ai consacré cette conférence uniquement au blob. Alors, comme a dit Nicolas, et je le remercie de son invitation, je suis éthologue. Alors, quand on dit éthologue, spécialiste du comportement animal, les gens imaginent que vous faites ça la plupart du temps. Ou bien ça, à la rigueur, vous travaillez sur des animaux un peu mignons. Ou bien vous allez en Antarctique, vous faites des grandes missions sur le terrain. Eh bien, pas du tout. Moi, je travaille sur ça. C'est beaucoup plus... C'est mignon, non? Je travaille sur le blob. Alors, ça ressemble à une vieille omelette. Et d'ailleurs, dans les années 70, il a été reporté comme une vieille omelette. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Elle se passe au Texas dans les années 70. C'est la première fois que le blob devient un petit peu célèbre. Il y a une dame qui s'appelle Mary Harris qui trouve dans son jardin une chose qu'elle qualifie de dégoûtante, qui ressemble à des œufs brouillés. Elle trouve ça absolument vraiment dégoûtant. Du coup, elle prend un râteau et elle l'éclate dans son jardin. Le lendemain, elle revient au même endroit. La chose est toujours là et elle a doublé de taille. Donc là, Marie, elle commence à paniquer et elle le pulvérise avec des insecticides. Le lendemain, elle revient, la chose fait 4 fois la taille. Donc là, elle prend peur et elle appelle les pompiers. Alors les pompiers vont essayer de mettre le feu à l'organisme, essayer de le pulvériser avec une lance à incendie, rien n'y fait. Le lendemain, le blob fait 1 mètre carré. Et donc là, on est au Texas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Marie, elle appelle la police. Qui fait quoi? Qui tire sur le blob. Alors je vous dis, là, rien n'y fait du tout. Le blob continue à grossir et il atteindra 2 mètres carrés dans cette histoire. Donc Marie, elle va tomber dans la dépression parce qu'elle se dit, cette chose va ruiner mon jardin. Et dans les années 70, la seule chose qu'ils peuvent conclure à partir de cette petite anecdote, c'est que Marie a été visitée par un alien. C'est la seule conclusion possible. Alors le blob, le voici en train de ramper, donc c'est vrai qu'il peut paraître un petit peu effrayant. Et d'ailleurs, il a donné beaucoup d'inspiration à des films. Et donc voici le premier film de Steve McQueen qui s'appelait The Blob. It's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger. Every one of you watching this screen, look out. Because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. Bon, alors je vous rassure tout de suite, hein. Mon blob à moi, il n'est pas aussi féroce. Alors le blob, il y a eu plein de problèmes, il a été extrêmement difficile à classer. Alors il y a des gens qui ont pensé que c'était un champignon jusque dans les années 70, d'autres disaient que c'était une plante, il y a des scientifiques qui continuaient à dire que c'était un alien, mais en réalité, pas du tout. Donc on va remonter un petit peu dans le temps pour vous faire comprendre un petit peu d'où il vient le blob. Donc il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre sous forme bactérienne, donc ce sont de toutes petites cellules qui ont leur ADN libre à l'intérieur, enfermé dans une membrane. Donc pendant 2 milliards d'années, les bactéries sont toutes seules
Et il y a 2 milliards d'années, on voit l'évolution de ce qu'on appelle les eucaryotes, qui sont des unicellulaires, un peu plus complexes qu'une bactérie. Donc vous voyez ici, ça c'est une bactérie, donc déjà il y a une grosse différence de taille. Et maintenant, l'ADN est enfermé dans un noyau et il y a plein de petits organites qu'on ne trouvera pas dans une bactérie. La cellule se complexifie. Et les eucaryotes vont donner une grande biodiversité. Nous sommes des eucaryotes. Et donc voici l'arbre des eucaryotes. Hop, le voilà. Donc nous, on est ici, représenté par ce petit suricate là. Vous avez donc, vous voyez des grands règnes dont personne ne parle jamais. Et si vous remontez dans le temps dans l'arbre, vous voyez que notre premier ancêtre commun, notre premier règne en commun, c'est les champignons. Donc si vous continuez à grandir, vous avez ici un autre règne qui s'appelle les amébozoaires, et c'est là qu'on va trouver le blob. Donc c'est un être beaucoup plus ancien, très très primitif, et donc nous on est plus proche d'un champignon que d'un blob. Donc c'est un petit peu dommage, parce que quand vous allez voir les capacités d'un blob, je ne pense pas qu'un cèpe a les mêmes capacités. Donc si on regarde un petit peu la classification, comment ça marche, donc normalement on a un règne, donc regardons-nous. Donc nous on fait partie du règne des animaux, qui est extrêmement divers, et dans ce règne, nous faisons partie de la classe des mammifères. Et donc dans les mammifères, il y a plus de 5500 espèces, et la biodiversité est assez grande. Et au sein de ces mammifères, donc on a un nom d'espèce qui est Homo sapiens. Donc voici 2 spécimens extrêmement intelligents auprès d'Homo sapiens. Donc faisons maintenant la même carte d'identité pour le blob. Ben, lui fait partie d'un règne qui s'appelle les amébozoaires. Alors vous en connaissez peut-être un, c'est celui-ci, c'est l'amibe. Alors souvent on en attrape quand on part en voyage, on n'est pas super content la plupart du temps. Ici vous avez l'amibe sociale qui est un petit peu plus connue en biologie, et ici donc vous avez le blob. Et donc dans ce règne des amébozoaires, le blob fait partie de la classe qu'on appelle des myxomycètes ou champignons gluants, bien que ce ne soit pas un champignon. Et il existe quand même 1000 espèces différentes, mais 10 000 estimées. Donc il n'y en a que 1000 identifiées. Vous pouvez voir que comme chez les mammifères, on a une grande diversité de formes et de couleurs. Et donc son nom d'espèce au blob, c'est Physarum polycéphalum. C'est pour ça que je l'ai surnommé le blob, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc pour récapituler, le blob, il apparaît il y a 1 milliard d'années. Ensuite viendront les champignons, 800 millions d'années. Les premiers animaux qui sont les éponges, c'est à peu près 450 millions d'années. Bon, il y a les dinosaures, il faut toujours mettre des dinosaures dans une frise. Et l'homme, 6 millions d'années. Enfin, les premiers organismes qui ressemblent vaguement à un humain. Donc le blob, on le trouve où? On le trouve en forêt. Donc peut-être que vous en avez déjà vu et pensé que c'était des champignons. Et la plupart du temps, on les trouve à l'abri de la lumière, dans des endroits humides, sur des écorces, la plupart du temps, ou sur les troncs d'arbres, comme celui-ci, par exemple. Et donc on peut voir qu'ils peuvent atteindre de grandes tailles. Alors là, je vous montre que des blobs jaunes, mais il y en a de toutes les couleurs. Donc prenons à nouveau l'humain. Un humain, c'est 100 000 milliards de cellules. Et chacune de ces cellules sont spécialisées. C'est un petit peu comme dans une colonie de fourmis. Chaque cellule a sa fonction. Donc ici, vous voyez par exemple un macrophage au milieu de globules qui est en train de chasser une petite bactérie. Donc ici, vous voyez un neurone. Chaque cellule, c'est 23 paires de chromosomes et 20 000 gènes. Alors le blob, lui, c'est tout à fait l'inverse. C'est une seule cellule, une seule. Mais cette cellule peut atteindre des tailles records de 10 mètres carrés. Alors, elle a même été enregistrée au Guinness, donc c'est réellement vrai. Une cellule de 10 mètres carrés, elle avait été offerte au départ à la retraite d'un chercheur allemand. Donc, il lui a offert un blob géant. C'est drôle de cadeau. Alors, elle a une particularité, cette cellule. Si on regarde à l'intérieur, ici, par un marquage, ce qu'on appelle d'API, on voit qu'ici, il n'y a pas un noyau dans la cellule, mais il y en a des milliers et des milliers. Et donc, chaque noyau comprend 40 paires de chromosomes et 34 000 gènes, donc beaucoup plus de gènes que nous. Et donc, cette particularité vient du fait que chaque fois qu'un noyau se divise, au lieu de donner 2 cellules, ben en fait, il reste dans la même cellule. Et donc, on a une cellule polynucléée. Or, qu'est-ce qui intéresse quelqu'un comme moi, qui est éthologue, à étudier un organisme aussi bizarroïde? Ben, c'est qu'en fait, cet organisme, il bouge. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est extrêmement accéléré. Le blob, il fait des pointes de 4 cm à l'heure, et c'est vraiment son record. Normalement, c'est plutôt un demi-centimètre, 1 centimètre par heure. Alors, comment un organisme tel que le blob bouge? Ben, il faut regarder de plus près pour comprendre. Alors, si on regarde la cellule de plus près, on va voir qu'elle est parcourue par un réseau veineux. Donc, vous voyez ici toutes ces veines. C'est ce qui fascine beaucoup justement les ingénieurs. Et si on regarde encore plus près, sous la binoculaire, on voit qu'à l'intérieur de ces veines circule le cytoplasme de la cellule. Et si vous regardez, vous verrez qu'en fait, le sens de circulation change régulièrement.
Et si on regarde un petit peu plus près, ces veines ne sont pas statiques. En réalité, si on regarde maintenant au microscope, on voit que ces veines sont animées par des contractions de manière régulière. Donc vous avez en fait ici, autour de ces veines, des fibres de myosine et d'actine qui sont les mêmes fibres musculaires que vous allez avoir dans vos muscles. Et ces fibres vont se contracter et ainsi elles vont pousser le liquide. Donc si on regarde encore un petit peu plus près, vous allez voir ici, donc là on a fait un zoom sur une veine, sur un croisement, vous voyez ces contractions là, des fibres, et à l'intérieur vous voyez qu'il y a tout qui circule. Là, vous allez voir les noyaux, les organites, les mitochondries, tout va circuler, et on voit régulièrement une inversion du flux. Donc c'est vraiment pas du tout comme notre système sanguin, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça nous arrive, là, une inversion comme ça, petit souci. Et en fait, le blob, il utilise ce système pour avancer. En fait, c'est comme un système de marée. En fait, il pousse le liquide contre la membrane et puis il rétracte. Puis il va repousser contre la membrane et ainsi il va pouvoir former, comme vous voyez ici, des excroissances qu'on appelle des pseudopodes. Donc maintenant, dézoomons et regardons ce que ça donne de l'extérieur. Ah ben, vous allez voir, ça fait un système comme ça, comme la marée en fait. Le blob, il avance de 2 pas, il recule d'un pas, il avance de 2 pas, il recule d'un pas par des pressions de liquide. Donc on voit ici les veines se contracter, on peut le voir à l'œil nu, ces veines peuvent faire jusqu'à 1 mm de large. Et si on regarde finalement encore plus, on dézoome à nouveau, on voit qu'en fait le blob est animé par des oscillations. Et ce que vous voyez en fait, c'est des oscillations de cytoplasme à l'intérieur. Alors on a l'impression souvent que le blob respire, mais pas du tout. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment des mouvements de liquide. Et si on regarde précisément, on voit que non seulement ça bouge, mais le blob en même temps qu'il bouge, il grossit. Parce que le blob, il rampe dans la forêt, mais bien sûr, forcément, il rampe après quelque chose, et il rampe après sa nourriture. Et le blob, il mange quoi? Alors, c'est un redoutable prédateur de bactéries, mais surtout, il adore les champignons. Vous voyez ici 2 champignons de Paris, donc ça, c'est une expérience qui dure 24 heures. Et vous allez voir que très vite, avec ses contractions de veine, il va réussir à contracter un peu les champignons, faire sortir le liquide qui est à l'intérieur des champignons, et littéralement les dévorer. Voilà, c'est pour ça qu'il fait un petit peu peur, le blob. Alors en laboratoire, on ne le nourrit pas avec des champignons, c'est un petit peu compliqué. Il y a un chercheur dans les années 60 qui a découvert un truc un peu extraordinaire. Le blob, il adore les flocons d'avoine. Alors ne me demandez pas comment il a découvert ça. Peut-être qu'il a partagé son petit déjeuner avec le blob. Mais alors il adore ça. Et c'est vraiment, ça maximise sa croissance. Donc au labo, on le nourrit à coups de flocons d'avoine. Alors le problème du blob, c'est qu'il mange tout le temps et qu'il grossit tout le temps. Et le problème, c'est que si vous ne venez pas au laboratoire, par exemple, tous les jours pour le nourrir, c'est ce qu'il arrive ici. Vous voyez, c'est ma postdoc, Léa. Et donc, on a vraiment une croissance exponentielle. Le blob double, voire triple de taille tous les jours. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Donc, on l'a pris en flagrant délit. Et donc, on a filmé le blob ici, dans son étuve. Et vous voyez, quand on ne lui donne pas à manger, si on ne vient pas un jour, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va vite sortir. Vous allez voir, on a l'impression que c'est une croissance infinie. C'est vraiment ce que racontait Marie dans son article. C'est que la chose continue à grandir, à grandir, à grandir, à couler. Comme si c'était un puits infini de blobs. Vous allez voir, il va commencer à marcher sur le mur derrière. Donc si on ne vient pas le week-end, c'est la catastrophe parce qu'il faut tout récupérer. Donc c'est un vrai problème. Ça nous demande de venir vraiment tous les week-ends. On a un système d'astreinte. Bon, mais je vous rassure quand même, on peut partir en vacances. Parce qu'il y a quelque chose qui est génial chez le blob, c'est qu'on peut le faire sécher. Donc si vous prenez un blob, vous le mettez sur un petit bout de papier, et vous ne lui donnez pas à manger, vous le laissez explorer son environnement. Vous allez voir qu'il va se balader comme ça, et puis au bout d'un moment, ce papier, là, qui était humide au départ, va commencer à sécher. Et là, il ne va pas être très content, le blob. Vous allez voir, il va se déplacer, puis au bout d'un moment, il va carrément s'enquister. Il va former ce qu'on appelle une sclérote, qui est une phase de dormance. Et donc cette phase de dormance, vous pouvez la réveiller quand vous le voulez. Il vous suffit simplement de mettre une goutte d'eau sur le blob et vous allez voir que dès que vous mettez une goutte d'eau, même après une année, vous pouvez le garder sec plusieurs années, vous allez voir que toutes les oscillations de liquide vont reprendre. Alors ce qui est absolument génial, c'est que quand il se réveille, il est plus jeune que quand vous l'avez endormi. Donc en réalité, il a une petite forme d'immortalité biologique, puisque vous pouvez faire ça ad vitam aeternam, ça fait plus de 70 ans qu'on fait ça avec le même blob. Donc le faire dormir et le faire se réveiller. Donc son cycle de vie au blob, bien sûr, il a un cycle de vie comme tout le monde. Ça commence comme
tout le monde un petit peu par une petite gamète qu'on appelle le spore. Donc en fait, la spore va germer une fois qu'elle sera dans un milieu humide et elle va laisser sortir une toute petite amibe qui est un organisme unicellulaire haploïde et qui, une fois en milieu liquide, va avoir des flagelles et va se déplacer à la recherche du sexe opposé. Une fois qu'ils trouvent une autre amibe comme ça, ils vont fusionner pour former ce qu'on appelle un œuf. Hein, c'est comme chez nous. Jusque-là, présent, tout va bien. Et là, en fait, la seule différence, c'est que lui va rester unicellulaire toute sa vie. Et dès qu'il va être, quand il est tout petit comme ça, il se nourrit que de bactéries. Vous les voyez là, en train d'engouffrer plein de bactéries. Et plus il mange de bactéries, plus il va grossir. Et plus il va grossir, plus il va rentrer dans le domaine du visible. Et vous allez pouvoir le voir se déplacer. Alors, il est tout petit au départ. Et vous allez voir, en fait, une fois qu'il est assez grand, il va développer ce réseau veineux et commencer vraiment à ramper dans les sous-bois. Et ensuite, il va sporuler. Et le cycle sera terminé. La sporulation. Alors la chose qui est assez particulière, c'est que chez les animaux, et même chez les plantes la plupart du temps, on a deux sexes, mâle, femelle. C'est plutôt facile la reproduction. Chez le blob, on n'a pas deux sexes, mais on en a plus de 700. Alors bon, il faudrait vraiment que le blob n'ait pas de chance quand il se bat dans la nature pour trouver quelqu'un qui soit du même sexe que lui, puisqu'il y a une chance sur 720. Mais donc il y a 700 plus de 700 types sexuels, ce qu'on appelle des types sexuels. Donc vous ne pouvez pas reconnaître un blob par rapport à son sexe, mais il faut savoir que génétiquement, voilà, il y a plus de 700 sexes différents. Alors ce qui nous intéresse, nous, en tant que scientifiques, ça c'est très rigolo de vous montrer cette introduction de l'organisme, mais ce qui est plus intéressant, c'est que le blob, il a une forme d'intelligence. Il est capable de résoudre des problèmes variés. Et c'est ce que nous, on étudie en laboratoire, et je vais vous présenter plusieurs types d'expériences maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos expériences se basent sur une des capacités du blob, qui est ses capacités de perception. Alors c'est une cellule, mais cette cellule peut capter plein de choses. Elle peut capter la lumière, elle peut capter l'humidité, elle peut capter le pH, des substances chimiques. Donc ici, par exemple, vous avez une pastille de sel et ici une pastille de sucre. Et vous allez voir que le blob va être capable d'éviter la pastille de sel. Vous allez voir que tout de suite, il la ressent et pour aller se nourrir sur la pastille de sucre. Ce qui donne des expériences assez rigolotes à faire avec les enfants, par exemple, où vous lui donnez, par exemple, de la saucisse de Toulouse contre des tomates. La saucisse de Toulouse étant salée, clairement, le blob va éviter complètement de se nourrir et il va privilégier les tomates. Donc on est parti sur ces capacités qu'on appelle de chémoréception du blob pour faire énormément d'expériences. Et la plus célèbre, c'est celle de Toshiaki Nakagaki, qui est l'expérience du labyrinthe. Alors il a eu un papier dans Nature, et surtout, il a eu le prix Ig Nobel. Donc, c'est pas le prix Nobel, hein. C'est le prix Ig Nobel, c'est un prix qui récompense des recherches qui sont sérieuses, hein, mais qui sont quand même, qui font un petit peu marrer. Donc, ça, c'est son expérience du labyrinthe. Donc, je vais vous la montrer en vidéo. Alors, elle est toute simple. Donc, Toshi a fait un labyrinthe. Et ici, avec ses lettres, il va montrer l'entrée et la sortie du labyrinthe. Ensuite, il va dessiner en rouge le chemin le plus court dans le labyrinthe. Ensuite, il va aller chercher son blob qui sont gardés à l'obscurité. Les blobs ne peuvent pas voir les UV, sinon ils meurent. Donc on les garde toujours à l'obscurité. Donc là, il va prendre des petits bouts de blob qu'il va mettre dans son labyrinthe. Donc il va vraiment couvrir tout le labyrinthe. Donc c'est vraiment rigoureux. Il faut voir que cette expérience, bien sûr, a été répétée plusieurs fois. Donc une fois que les blobs sont dans le labyrinthe, bon, ils se retrouvent, hop, et ils forment un blob unique. Et là, il va mettre en fait des flocons d'avoine à l'entrée et à la sortie du labyrinthe. Tout le monde utilise la même marque d'avoine, je vous raconterai plus tard pourquoi. Et donc, là, vous voyez, donc, le blob trouve la nourriture. Là, il y a une vague d'informations. Vous voyez que tout le liquide bouge. Et très, très vite, ce que va faire le blob, c'est supprimer toutes les parties de la cellule qui sont dans des cul-de-sac. Donc, il va disparaître. Hop, vous allez voir. Et il va garder une seule veine qui va prendre le chemin le plus court dans le labyrinthe. Donc, c'est une histoire de minimisation, en fait, de réseau. Alors ça, c'était assez rigolo, mais Toshi, il est la seule personne à avoir eu 2 fois le prix Ig Nobel. Et le deuxième, c'est pour un papier qui est sorti dans Science, qui est sur les réseaux. Vous les voyez ici chanter une ode pour les blobs. Et donc, voici l'expérience qu'il a fait. Elle était assez simple. Vous avez ici le blob, il est sur Tokyo. En réalité, ici, c'est une carte
de Tokyo. Et tous les points blancs, vous voyez, c'est des flocons d'avoine qui représentent les villes autour de Tokyo. Donc Toshi met le blob au départ sur Tokyo, le blob se développe, et forcément, à chaque fois qu'il trouve un flocon d'avoine, il va développer une veine qui va connecter en fait donc sa partie centrale au flocon d'avoine. Et très vite, vous allez avoir un réseau qui va se dessiner, puisque toutes les veines qui servent finalement à rien sont supprimées, et on va garder toutes les veines qui vont connecter tous les flocons d'avoine. Alors ça, c'est une expérience qui dure plus de 24 heures, 28 heures je crois. Donc vous allez voir, l'expérience termine une fois que le blob a connecté tous les flocons d'avoine. Et ce qu'a fait Toshi, qui était assez rigolo, c'est de comparer finalement ce réseau au réseau ferroviaire japonais. Et donc il s'est aperçu que le réseau du blob il était meilleur. Il était plus efficace, moins coûteux, beaucoup plus robuste. Donc finalement, à chaque fois, alors les gens ont critiqué cette expérience, les autres s'y ont dit oui, mais il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rivière, etc. Alors Toshi a refait l'expérience en mimant des montagnes, en utilisant des sources de sel, et finalement le blob a fait un réseau encore plus optimal. Donc les gens ont dit oh, c'est bon. Et donc moi j'ai commencé à travailler sur le blob juste après ces travaux, juste l'année d'après. Et moi j'ai commencé à travailler, parce qu'à l'époque je travaillais sur la nutrition chez les fourmis. J'ai étudié la nutrition chez le blob. Alors comme je vous disais, le blob il est nourri à coups de flocons d'avoine en laboratoire. Et donc clairement on ne peut pas utiliser le flocon d'avoine pour étudier la nutrition. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de déterminer, de faire en fait une diète qui est entièrement définie chimiquement. Donc, vous allez mettre des protéines, des sucres, des sels minéraux, des vitamines, pour pouvoir voir quel est le régime qui maximise finalement la croissance du blob. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée dans la revue PNAS. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit 32 recettes différentes, et on a fait grossir nos blobs sur ces 32 recettes différentes pour essayer de voir quel était son optimum nutritionnel. Donc l'expérience était simple, vous faites pousser des blobs et vous mesurez en fait avec un système de tracking la forme du blob, et à la fin de l'expérience, vous pesez le blob. Et ce qu'on a vu, ici vous avez la proportion de sucre dans le régime, et ici la proportion de protéines, qui avait un optimum clair, le blob préféré quand il y avait 2 fois plus de protéines que de sucre. Maintenant qu'on connaît son optimum, on peut le challenger. Alors le premier challenge qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le challenge des régimes light. Donc ce qu'on a proposé au blob, c'est 3 régimes alimentaires. Alors ils ont tous 2 fois plus de protéines que de sucre, mais ils n'ont pas la même concentration. Donc certains sont extrêmement concentrés, donc c'est des régimes riches, et d'autres sont des régimes light, donc extrêmement peu concentrés. Et bizarrement, quand on regarde la surface du blob sur chacun de ces régimes, on voit que sur les régimes light, le blob est bien plus large. Alors ça peut paraître inattendu, mais en réalité, si vous pesez ces 3 blobs, ils ont exactement le même poids. Ce que fait le blob sur les régimes light, en réalité, c'est de s'étaler au maximum pour récupérer le maximum de nutriments. Donc le blob est tout à fait capable d'adapter son comportement face à la dilution des nutriments. Donc après, on se dit, on va le challenger un petit peu plus, on va lui offrir une cafétéria. Donc ici, vous avez le blob, et ici, vous avez des régimes alimentaires. Tous ces régimes énergétiquement sont équivalents, ils sont tous équicaloriques. La seule chose qui change, c'est la proportion sucre-protéine. Et donc, un seul de ces régimes est optimal pour le blob et va maximiser sa croissance, et on voit que le blob se dirige directement vers ce régime. Donc, il est tout à fait capable de défendre un optimum nutritionnel. Une fois qu'on avait fait cette expérience, on a fait une autre type d'expérience, parce que quand on voit le blob se déplacer, on a l'impression qu'il sait où il va, le blob. Donc, bizarrement, parce qu'il n'a pas d'yeux, etc., on se demandait comment il faisait pour mémoriser un petit peu son environnement. Donc, notre deuxième expérience a été une expérience de navigation qui a été aussi publiée dans la revue PNAS. On a voulu voir si le blob était capable de naviguer dans son environnement. Donc si vous posez le blob dans un environnement complètement homogène et qu'il explore, là vous voyez c'est une boîte de pétri, il n'y a rien, c'est juste un gel d'agar. Et là vous voyez votre blob du coup il va analyser ça complètement au hasard, il va un peu partout et il laisse derrière lui, je ne sais pas si vous voyez en gris là, des traces qui sont du mucus. Et on s'est demandé si ce mucus ne pouvait pas servir comme une mémoire externe au blob. Voilà, vous voyez qu'au bout d'un moment, le blob, quand il s'ennuie, tourne autour de la boîte, comme ça. Il peut tourner très longtemps. Et donc, quand on force le blob à marcher sur son mucus, on voit qu'il n'aime pas ça du tout. Si vous lui donnez le choix entre une surface avec du mucus et une surface sans mucus, il préfère la surface sans mucus. Donc on s'est dit, peut-être il utilise son mucus comme une mémoire externe. Et pour prouver ça, on a fait une expérience extrêmement simple, qui est l'expérience du piège en U, qui est souvent utilisée en robotique. Donc vous avez ici une source de nourriture, le blob peut la percevoir à distance par chémotaxie, il sent la nourriture, il peut vraiment la percevoir,
Mais entre lui et la nourriture, il y a un piège en U qu'il ne peut pas percevoir. Lui, il ne peut pas le voir. Donc le blob, forcément, il va tomber dans le piège. Et le but, c'est de sortir du piège malgré l'attraction qui l'attire vers le bas, de faire un retour et d'aller voir ici. Alors c'est très difficile, par exemple, pour les robots aspirateurs de faire ça. Parce que souvent, quand ils ont une source ici, ils restent bloqués là. Donc on a challengé le blob à faire ça. Donc vous voyez que forcément, au départ, il tombe dans le piège. Il est extrêmement attiré. Et puis très très vite, finalement, il va réussir à sortir du piège et à trouver sa source de nourriture. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette expérience, c'est que si vous refaites l'expérience, mais cette fois, vous couvrez la surface de mucus. Là, le blob, il est complètement perdu et il tombera sur la nourriture par pur hasard. Et ça prendra parfois 4 jours. Donc, on avait démontré par cette expérience que le blob utilisait son mucus pour explorer de manière optimale son environnement. Donc, à cette époque-là, quand je travaillais, on travaillait tous sur un blob qui était australien, qu'on avait récupéré en Australie. Et je trouvais ça bizarre, venant des fourmis, d'utiliser un seul blob. Je me disais, mais normalement, chez les fourmis, on en utilise plein, on demande d'aller collecter plein de colonies. Et du coup, j'ai essayé de récupérer plein de blobs dans d'autres laboratoires, et ça s'est avéré assez compliqué. Et en réalité, j'en ai récupéré que 3. Donc un blob japonais, un blob américain et le blob australien. Et alors, quand le blob américain est arrivé au laboratoire, c'est pour ça que la marque Quaker est importante. Quand le blob américain est arrivé au laboratoire, nous, on les nourrissait au départ avec des flocons d'avoine bio. C'est mieux pour la planète. Et en fait, notre blob américain, il a refusé de le manger. Il a préféré sortir de sa boîte et dire « Ah non, moi, je touche pas ça ». Donc, on est revenu au Quaker. Et là, il adore les Quakers. Donc, on s'est dit « Mais c'est bizarre, en fait, nos blobs, ils sont pas tous identiques ». Donc, c'est là qu'on est venu à essayer d'étudier, finalement, la variabilité chez les blobs. Alors, c'est la même espèce, hein, c'est juste comme si on prenait 3 humains, finalement, et qu'on les comparait. Et donc, on a pris une première expérience qu'on a fait, toute simple. Hein. On laisse le blob dans un environnement complètement homogène, sans nourriture. Donc, les couleurs, c'est juste pour vous indiquer les différences de nationalité. Ils ont la même tâche, c'est juste d'explorer un environnement. Et là, on voit très vite, vous allez voir très très vite les différences. Donc ici, par exemple, le blob australien, on ne voit pas très bien sur cet écran, mais il a déjà touché le bord de la boîte, alors que lui, il a à peine commencé d'explorer le tour de... Et lui, vous voyez qu'il fait des petites branches, il ne fait pas trop des formes en éventail. Et donc on voit déjà qu'il y a une différence de vitesse. Et donc cette différence de vitesse, on l'a ensuite caractérisée par un système de tracking, développé d'ailleurs par quelqu'un de l'école des ponts. Donc vous voyez ici, on a juste en fait le contour du blob et on regarde la vitesse pour atteindre finalement une distance de 3 cm dans la boîte. Et on voit en effet que le blob japonais est bien plus rapide que le blob australien qui est extrêmement lent. Et le blob américain a une performance entre deux. Du coup, on s'est demandé à quel point ils sont différents, ces blobs. On a continué les expériences et donc on avait donc montré qu'ils avaient des vitesses différentes, des façons d'explorer différentes. Et on a voulu voir comment ils interagissaient avec leurs congénères. Donc on leur a demandé, en fait la tâche était simple, vous avez un blob et vous avez un congénère ici, un autre blob, et sinon ici rien. Et on lui demande s'il préfère aller vers un petit pote, quoi, ou s'il préfère aller vers rien. Donc ce qu'on voit, c'est que le blob australien, donc ici c'est sa performance, son attraction pour les autres, il est très attiré par les autres. C'est un peu notre bisounours du groupe. Alors le blob australien, dès que vous lui mettez un petit copain, il y va directement. Alors le blob japonais, américain, moins sociaux, mais quand même, il préfère un petit pote que rien du tout. Et si maintenant on regarde l'attraction de celui-ci vers celui-là, on voit que le blob australien est plus attractif pour les autres aussi. Donc non seulement il est plus attiré par les autres, mais il est aussi plus attractif pour les autres, alors que le blob américain est finalement le moins attractif. Hein. L'Australien, il préfère aller vers un Australien, à la rigueur vers un Japonais, mais un Américain un peu moins. Donc en fait, notre Américain, il attire personne et il est attiré par personne. C'est un petit peu l'asocial du groupe. Et ensuite, du coup, on leur a dit, bon ben voilà, tout à l'heure c'était un petit pote versus rien, donc si on vous donne le choix entre aller vers un congénère ou de la nourriture. Et donc là, finalement, c'est assez rigolo. L'Australien direct, hein, c'est toujours le copain d'abord. Le Japonais aussi, mais bon. Par contre, l'Américain, clairement, c'est la nourriture d'abord. Lui, il a carrément évité le copain. S'il y a de la nourriture, je préférais la nourriture. Et du coup, on s'est demandé, mais comment les blobs se perçoivent, en fait, finalement, dans la nature. Comment ils se perçoivent? Et en fait, c'est assez simple. Le blob, quand il mange, il sécrète du calcium. Bon, là, ça vous paraît simple, mais c'était hyper compliqué à déterminer. Mais je vous le dis, je vous la fais simple. On a des tas de choses. Mais en réalité, c'était le calcium. Donc, le blob, quand il mange,
il sécrète du calcium. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'Australien, il en sécrète beaucoup plus que les autres, ce qui explique pourquoi il est beaucoup plus attractif. Et de plus, si on propose au blob une pastille de calcium contre une pastille de rien, l'Australien est beaucoup plus à même de percevoir le calcium dans l'environnement que les autres. Donc vous avez un blob qui finalement sécrète beaucoup de calcium et qui a un meilleur nez finalement pour détecter le calcium, ce qui explique pourquoi il est extrêmement sociable. Et donc pour démontrer qu'on avait trouvé la bonne molécule, on a utilisé ce qu'on appelle de l'EDTA qui bloque le calcium, donc qui empêche les blobs de sécréter du calcium, et là on est revenu à 50-50, les blobs choisissaient au hasard, et donc on avait vraiment montré que le calcium était responsable de cette attraction. Et ce qui est rigolo, c'est que par un modèle mathématique, on a aussi montré que le calcium était responsable de la différence de vitesse entre les blobs. En effet, le blob sécrète du calcium, donc vous avez ici un blob australien, il sécrète du calcium autour de lui qui diffuse, et finalement, en fait, le blob australien, il est lent parce qu'il s'aime bien. En fait, il s'auto-attire. Donc en fait, il n'a pas envie de quitter le spot où il est, parce qu'il dit, oh, mais ça sent bon, ça sent le calcium, je ne vais pas y aller. Alors que comme l'américain, il sent pas trop, il sécrète pas trop, il s'en va très très vite. Et donc on a montré par un petit modèle mathématique que cette simple sécrétion de calcium peut expliquer les comportements sociaux et les différences de vitesse. Et donc, vu qu'on avait cette différence de vitesse intrinsèque à nos blobs, on est parti sur un problème qui est très connu en comportement animal, mais qui est aussi connu en psychologie humaine, qui est le compromis entre vitesse et précision. La plupart du temps, si vous prenez une décision rapidement, elle a une forte probabilité d'être mauvaise. Par contre, si vous réfléchissez, souvent, vous prenez la bonne décision. Et donc, on a testé ça chez les blobs, puisqu'on avait 3 blobs avec des vitesses différentes. Donc, on leur a fait, ils faisaient face à des tâches de difficulté croissante. Donc, soit c'était extrêmement difficile de discriminer 2 sources de nourriture de qualité presque équivalente, un peu plus facile et extrêmement facile. Et on a regardé comment ils s'en sortaient. Et donc, on peut voir ici, là, ici, vous avez le blob japonais. Voici ce que fait le blob japonais. Donc, le rouge, c'est le mieux, hein. C'est la bonne source de nourriture. Voici ce qui se passe. Donc, il part très vite, il choisit faux. Et à côté, vous avez l'Australien qui met beaucoup plus de temps, mais qui va choisir la bonne pastille de nourriture. Et on a pu montrer, donc ici, vous avez la difficulté de la tâche. Donc ici, c'est facile, ici, c'est pas facile. Et donc ici, vous avez la vitesse, que déjà, plus la tâche est facile, forcément, plus on répond vite. Mais vous pouvez voir que le japonais, il est en bas. Il répond super vite, mais bon, ici, on peut voir sa précision. C'est très très mauvais. En fait, lui, il y arrive que si la tâche est très facile. Sinon, il est dans le 50-50. Alors que l'Australien, qui est ici, il est peut-être extrêmement lent, mais il arrive à prendre la bonne décision, même dans les tâches extrêmement difficiles. Alors on s'est dit, peut-être finalement le japonais, c'est pas qu'il est débile, c'est que finalement, peut-être il n'arrive pas à percevoir la nourriture, il a peut-être un petit handicap. Alors pour tester ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la nourriture 24 heures avant, comme ça elle a le temps de diffuser. Et après on met les blobs. Donc ici vous avez les performances avant, quand on n'avait pas fait diffuser la nourriture, et ici vous avez la performance après, donc ici c'est la précision, et vous pouvez voir qu'ensuite, une fois qu'on laisse la nourriture diffuser, tous les blobs ont les mêmes performances. Donc finalement, ce qui se passe dans cette expérience, c'est que le japonais part trop vite avant même que la nourriture ait eu le temps de diffuser. Donc clairement, quand il part, il n'a pas l'information nécessaire pour prendre une bonne décision. Et on s'est dit, du coup, est-ce qu'il vaut mieux être australien ou japonais? Alors du coup, on les a confrontés. Donc on a mis un Australien ici, et ici un Japonais avec une seule source de nourriture. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est le Japonais qui gagne à chaque fois. Parce que même s'il est lent et qu'il prend beaucoup de mauvaises décisions, une fois qu'il arrive là, il voit qu'il n'y a rien, il va très très vite là, et l'Australien, il perd à chaque fois. Donc on se dit, dans cette tâche-là, il vaut mieux être un Japonais. Mais si on a par exemple un choix entre 2, cette fois, de nourriture, une qui est très bonne et une qui est mauvaise, là, il vaut mieux être un Australien. Parce que le Japonais va se tromper très très souvent, et comme il va quand même trouver quelque chose, il va se dire je vais quand même le manger. Et pendant ce temps, il va perdre du temps. Et pendant ce temps-là, l'Australien va trouver la nourriture la plus forte. Donc ça va vraiment dépendre des conditions écologiques, de la distribution des sources de nourriture et du niveau de compétition qu'on va trouver dans l'environnement. Une stratégie n'est pas forcément la meilleure. Et donc pour la fin de cette conférence, je vais vous parler de nos dernières découvertes qui sont sur l'apprentissage chez les blobs. Parce qu'on a montré que le blob était capable de résoudre des problèmes qui peuvent paraître compliqués. Mais finalement, souvent, l'intelligence est reliée aux capacités d'apprentissage. Et est-ce qu'on peut apprendre quand on n'a pas de cerveau? Donc ça, c'était la question.
tous les scientifiques disaient que non. Clairement, pour apprendre, il faut un système nerveux et à la rigueur, au moins quelques cellules, comme chez les plantes. Alors on se dit, oui, mais nous, on va quand même essayer. Et donc, on est parti sur un apprentissage qui est quand même relativement simple. Hein, on ne lui a pas donné des choses trop compliquées à faire. On a regardé s'il était capable de s'habituer à quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'habituation, qui est la forme la plus simple d'apprentissage. Alors, comment ça marche? Quand vous êtes dans un environnement et que ça sent mauvais, donc l'odeur A, il sent vraiment très très mauvais, vous le remarquez de suite, vous dites, ah, ça sent pas bon. Mais si vous restez dans cette pièce, vous n'avez pas le choix, parce que vous devez écouter une conférence, par exemple, au bout d'un moment, vous allez vous habituer. Finalement, cette odeur, elle n'est pas si mal. Vous la sentirez pratiquement plus. C'est ce qu'on appelle l'habituation, une diminution d'une réponse face à une stimulation répétitive. Pour que ce soit une vraie habituation, il faut qu'il y ait spécificité. Si dans cette même salle, d'un coup, il y a une nouvelle odeur, B, extrêmement nauséabonde, vous allez la sentir. Parce que vous n'êtes pas habitué à toutes les mauvaises odeurs. C'est dommage, mais à une seule. Ensuite, le deuxième critère, c'est si vous sortez maintenant de cette pièce, vous allez faire un tour, dans cette pièce qui sent très mauvais l'odeur A, et vous revenez après 2 heures, ah, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, ça sentait pas bon. C'est ce qu'on appelle la récupération. Vous n'êtes pas habitué à cette mauvaise odeur à vie, vous allez récupérer. Et c'est ce qu'on appelle la récupération. Et le dernier critère pour démontrer que c'est une habituation, c'est l'intensité. Plus l'odeur est mauvaise, plus difficile sera l'habituation. Et donc, on a essayé de tester ça chez le blob, et on n'est pas parti avec des odeurs, mais le blob, lui, par contre, il est capable de détecter des substances chimiques. Donc, en fait, ce qu'on a demandé au blob, c'est de traverser un pont pour trouver un flanc d'avoine, et sur ce pont, on mettait des substances chimiques qu'il n'aime pas. Alors là, on a l'embarras du choix, le blob, il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Donc, on a testé quinine, qui est une substance amère qu'il y a dans le Schweppes, si jamais vous ne connaissez pas, la caféine, que vous connaissez bien, la vanilline, qui est une substance artificielle de la vanille, et du sel. Le blob n'aime pas tout ça. Et donc, on mettait ça dans le pont, et le blob devait traverser, et on regardait la forme du blob quand il traversait, et la vitesse à laquelle il traversait. Une fois qu'il avait traversé, hop, on lui disait, ben, tu recommences. Et le protocole était assez simple, vous avez ici les contrôles. Les contrôles devaient traverser des ponts sans substance, à part le jour du test. Et les blobs qui devaient s'habituer devaient traverser des ponts avec substance. Le jour du test, on les testait soit avec la même substance, soit avec une nouvelle substance pour tester la spécificité. On le laissait récupérer pendant 2 jours, et hop, on testait la récupération. Donc voici les résultats. Donc ici, vous avez les jours. Ici, vous avez un index d'habituation. Il faut savoir que quand c'est en bas, c'est pas bon, vous n'êtes pas du tout habitué. Et quand c'est très haut, vous êtes très habitué. Et on peut voir qu'au fil des jours, l'index d'habituation monte. Finalement, le blob, il va être de plus en plus rapide à traverser le pont. Et par contre, le contrôle qui n'a jamais vu la quinine, dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'est pas du tout habitué. Ensuite, on teste avec la caféine. On voit qu'il n'est pas du tout habitué à la caféine, donc il y a bien spécificité. Ensuite, on le laisse se reposer 2 jours. Et quand on le reteste avec la quinine, vous voyez, on a une baisse de performance. Et clairement, donc, il y a eu récupération. Et bien sûr, ensuite, on a testé l'intensité avec des concentrations de quinine croissantes. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de données à 12 millimolaires. Alors, c'est pas que le blob n'a pas pu s'habituer, c'est qu'il a dit, non, mais moi, je joue plus du tout. Je préfère partir. Et donc, il a préféré finalement tenter l'expérience à l'extérieur de sa boîte. Donc, on ne sait pas ce qui se passe à 12 millimolaires. On ne peut pas le forcer, il ne veut pas. Donc, voici ce que ça donne en fait en vidéo. C'est beaucoup plus imagé. Donc, vous voyez ici le contrôle. Et ici, vous voyez les 5 jours de quinine. Et vous allez voir que le premier jour, il aime vraiment pas ça. Il est ici, vous voyez. Et là, il n'aime pas du tout. Alors, il essaye tout le temps de passer sur le côté pour essayer d'éviter. Mais vous voyez qu'en fait, quand on arrive déjà au jour 5, il a une performance qui est très très bonne par rapport au premier jour. Le pauvre. Une fois qu'on avait démontré que le blob pouvait s'habituer, on s'est demandé combien de temps pouvait durer l'habituation. Et donc, on a utilisé ce système où on peut faire rentrer le blob en dormance et le réveiller ensuite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a endormi des blobs qu'on avait habitués, puis on les a réveillés 1 mois, voire 1 an après. Donc ici, c'est leur performance. Vous pouvez voir qu'un contrôle qui, lui, n'était pas habitué à une grosse aversion, ici, c'était au sel. Et vous pouvez voir qu'un habitué, par contre, a gardé une très très bonne performance. Donc le blob est capable de mémoriser cette information pour plus d'1 année. Suite à ça, on s'est posé la question, ok, le blob, il peut apprendre, mais est-ce qu'il ne pourrait pas apprendre aux autres blobs? Alors là, ça peut paraître un peu bizarre comme question, mais en réalité, ça vient d'un fait particulier, d'une caractéristique du blob que vous avez déjà vu finalement dans l'expérience de Toshi. C'est que si vous prenez un gros blob,
Voilà, là c'est un blob, ça c'est dans une seule cellule, et vous le coupez en morceaux, prenez des petits bouts, vous allez voir que les bouts fonctionnent de manière complètement autonome. Et si vous prenez 2 bouts de blob et que vous les laissez dans un environnement, ils vont automatiquement fusionner. On ne voit pas très bien ici, mais en fait, les blobs fusionnent complètement. Du coup, on s'est dit, on va utiliser finalement cette caractéristique du blob pour voir si un blob habitué ne peut pas enseigner son habituation à un autre blob. Donc là, c'est une expérience qui a nécessité d'entraîner 4000 blobs. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait beaucoup. 4000, enfin plus de 4000. Et c'est en plus l'habituation, l'entraînement dure 5 jours, donc ça prend énormément de temps. Et heureusement que donc j'en profite pour remercier les gens qui travaillent avec moi, qui sont extrêmement patients. Donc vous voyez, on fait des grandes plaques comme ça, où on met des blobs en série. Et ça prend beaucoup de temps et surtout beaucoup de rigueur. Mais si vous voulez démontrer un apprentissage sur un organisme qui n'a pas de cerveau, vous avez vraiment intérêt à venir avec beaucoup de réplicas pour que les neuroscientifiques vous croient. Donc on avait vraiment fait énormément d'expériences. Donc on a entraîné 4000 blobs. Et une fois qu'on avait nos 4000 blobs, on a fait des associations. Donc par exemple ici un blob habitué avec un blob non habitué, on les a mis côte à côte en contact et après on les a testés tous les deux pour voir quand ils traversaient un pont de sel à quelle vitesse ils le faisaient. Et on a fait plein de types d'associations. Donc toutes les associations possibles à 2, à 3 et à 4. Donc vous pouvez voir que des fois à 4, il y avait un seul habitué avec 3 non habitués. Et on a testé donc tous ces groupes de blobs. Et ce qu'on peut voir, donc c'est ici quand vous avez 2 qui ne sont pas habitués, bon forcément ils ont une performance catastrophique, parce que personne ne connaissait le sel de toute façon. Mais dès qu'il y a un blob habitué dans la paire, vous pouvez voir qu'il a la même performance que 2 blobs habitués. Et à 3, on a exactement la même chose. Juste ceux qui n'ont aucune information n'ont pas appris, tous les autres ont appris. Et on peut voir qu'à 4, c'est exactement la même chose. Seuls les blobs en fait qui n'ont pas appris ont une performance qui est 0. Dès qu'il y a un blob, il suffit d'avoir un seul blob dans le groupe pour que la performance soit bonne. Donc le blob est capable de transférer son apprentissage. Et on se posait la question, mais comment il fait? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 blobs, un habitué, un non habitué, puis on les a mis en contact, on a filmé ce qui se passe. Donc vous allez le voir ici. Vous allez voir que vous avez une connexion en fait des systèmes veineux des blobs. Mais cette connexion apparaît juste à 3 heures. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé à 1 heure, et puis ensuite on a coupé à 3 heures pour voir la différence. Et on les a testés séparément. Donc quand vous coupez, séparez les blobs après juste 1 heure de fusion, voici ce qui se passe. Vous avez le blob habitué, vous voyez qu'il traverse sans problème. Par contre, le blob naïf est toujours naïf. Il n'arrive pas à traverser le pont. Par contre, si vous faites maintenant une fusion, vous coupez après 3 heures de fusion, vous allez voir la différence. Hop, vous voyez ici les 2 blobs. Vous voyez que même le naïf, des fois, et souvent même, était beaucoup plus performant presque que l'habitué. Donc l'information passe lorsqu'il y a connexion des systèmes veineux. Du coup, on s'est dit, quel est le mécanisme, quel est le support de cette information? Elle doit circuler dans le cytoplasme. Et donc, on est venu avec une hypothèse d'une mémoire qui serait circulante. Et donc, il y aurait quelque chose ici, une information qui circulerait, que le blob transmettrait à l'autre. Mais quelle pourrait être cette information? Et alors là, on s'est dit, la chose la plus simple, qui serait très parcimonieuse, c'est que ça serait la substance elle-même. Si le blob incorpore la substance qu'il doit apprendre, ce serait la façon la plus facile finalement de s'habituer. Et c'est ce qu'on a testé. On a pris des blobs habitués, ou même des blobs en dormance qui étaient habitués, et on a quantifié la concentration en substance qui était ici en sel de chaque blob. Et là, vous voyez très bien qu'on a une énorme différence. Le blob habitué a 10 fois plus de sel à l'intérieur de sa cellule qu'un blob qui n'était pas habitué à naïf. Donc le blob, il ne fait pas juste que passer sur le pont, en fait, il avale tout le sel au passage. Et de même dans les blobs qui étaient en dormance. Et ce qui est assez rigolo, c'est que plus on a de sel dans le blob, plus la performance était bonne. Donc ici, c'est le temps pour traverser le pont, et vous voyez que les blobs qui avaient beaucoup de sel traversaient extrêmement vite. Donc il y a vraiment un lien entre concentration en sel intracellulaire et performance. Mais on s'est dit, mais du coup, ok, il incorpore le sel, mais comment il fait du coup pour oublier, pour récupérer? Mais ça, c'est simple. Le blob, dès que vous le mettez dans un environnement sans sel, il recrache tout. Et donc, en fait, on a dosé le sel quand on a mis des blobs habitués et non habitués sur des petits bouts de papier qui n'avaient pas de sel au départ. Et on a quantifié la quantité de sel sur chaque papier.
Et bien sûr, les blobs habitués avaient recraché tout leur sel. Et quand on les a testés à nouveau, bien, ils détestaient le sel. Donc ils avaient récupéré comme ça, c'est tout simplement, ils avaient tout recraché. Mais pour prouver que c'était bien le sel, on a fait une expérience un peu saugrenue qu'on a appelée une expérience d'inception. On a essayé d'insérer un souvenir, une mémoire au blob. Donc on a pris 2 blobs naïfs et on a mis une goutte d'eau salée, ce qu'on appelle une injection topique en neurosciences. Donc on a mis une petite goutte d'eau salée sur la membrane et ici une petite goutte d'eau. Et on leur a laissé incorporer cette goutte. Et après 2 heures, on les a testés dans des arènes salées. Donc ça, c'est 2 arènes salées. Donc il faut savoir que là, les 2 blobs, au départ, ils sont complètement naïfs. La seule chose, c'est que lui a une goutte salée et lui, il a une goutte d'eau. Et voici les performances. Vous allez le voir tout de suite en vidéo, c'est assez évident. Lui, il part tout de suite explorer cette surface salée, alors que lui, il a beaucoup plus de mal. Lui, il va clairement explorer la boîte 2 fois plus vite que celui-ci. Et donc, rien qu'en injectant de l'eau salée, on a pu montrer qu'il y avait une habituation. On a refait bien sûr le test du pont pour prouver notre point. Donc ici, vous avez 2 blobs naïfs, un qui a une petite goutte d'eau salée, un qui a une petite goutte d'eau. Et vous allez voir la vitesse à laquelle ils explorent les ponts. Donc vous voyez très bien que celui qui a eu une goutte d'eau, il a beaucoup de problèmes pour explorer, alors que lui n'a aucun problème. Donc en fait, c'est un système extrêmement parcimonieux. En fait, c'est comme je dis aux enfants, apprenez vos leçons, mangez-les. Donc on pourrait se poser la question, avec toutes ces capacités, le blob, comment ça se fait qu'on n'en voit pas partout? Parce qu'il est quasi immortel, il peut apprendre, etc. Bon, mis à part la lumière, pourquoi le blob n'est pas partout dans toutes les forêts? Bon, il y en a à Fontainebleau, hein, mais on n'est pas quand même couvert de blobs. Et en réalité, voici la réponse. Ici, c'est un petit blob d'une autre espèce, qui s'appelle Stemonitis, et qui est en train de sporuler tranquillement sur sa petite souche. Vous voyez, il y en a un autre ici, tout petit. Donc là, il est en train de faire des spores. Vous voyez qu'ici, il y a la croissance des sporanges. Et il a des prédateurs, le blob. Souvent, on me pose la question, donc là, je devance la question. Le blob, en fait, il se fait manger par les limaces. Donc on peut dire merci aux limaces. Donc toutes ces questions, plus sérieusement, elles nous amènent à une autre question. Est-ce que finalement l'intelligence ne serait pas finalement émergée avant même l'apparition du système nerveux? Et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de protocognition chez les unicellulaires et que finalement, du moment où il y a vie, il y a cognition, puisque chaque organisme doit s'adapter à son environnement. Et on voit que ces organismes, ils n'agissent pas complètement aléatoirement. Il y a une forme de mémoire dans le mouvement. Donc ici, c'est un unicellulaire qui s'appelle le cou du cygne. Vous voyez ici. Alors c'est un organisme assez extraordinaire aussi. Lui, il a plus d'1 million de backups de son ADN, donc vous pouvez le couper en mini morceaux, ça redonnera à chaque fois un nouvel organisme. Donc voilà, j'ai terminé ma conférence. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire le livre, on fait un petit peu de pub, qui a été élu prix du livre Science pour tous par les lycéens, et je les remercie. Du coup, je suis récompensée de mon investissement pour les jeunes, puisqu'on a fait un tutoriel exprès aussi pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage de blobs à la maison, parce que c'est faisable. On peut même acheter le blob en ligne, si vous voulez. Il y a une boîte qui le fait à Paris. Et dans ce tutoriel, vous apprendrez à comment élever un blob, faire des expériences avec, etc. Toutes les petites recettes qui manquent dans le livre. Et voici sinon les publications associées à ce travail. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Donc je me demandais, est-ce que vous avez trouvé comment il avait fait pour résister au feu et aux insecticides des Américains? Alors le feu, c'est que bon, c'est comme cramer un seau d'eau, ça marche pas. C'est fait de 98% d'eau, un blob. C'est pour ça qu'il n'a pas cramé. Par contre, si on l'avait mis au four, ça aurait été une autre chose, parce qu'il aurait été dessicqué. Mais là, c'était juste un petit coup de feu, donc ça n'a pas marché. Et les insecticides, c'est une très bonne question. En fait, le blob est assez résistant à des substances nocives. Par exemple, il a un cousin qui s'appelle Fuligo septica, celui que d'ailleurs Marie avait trouvé dans son jardin, qui peut accumuler par exemple des doses de zinc 1000 fois supérieures à ce que n'importe quel organisme vivant pourrait accumuler, ou du manganèse, etc. Donc en fait, il y a plein de substances qui pourraient nous paraître à nous toxiques qui ne le sont pas pour lui. Et puis c'est surtout que même si on tue une partie de la cellule, si on n'a pas tué toute l'entièreté de la cellule, et ce qu'à mon avis il a fait, il a dû pulvériser au milieu. Nous, on a déjà mis par exemple de l'acide butyrique sur le blob. Alors il crée un donut, c'est-à-dire qu'il sacrifie le centre, et puis finalement, après, il continue à fonctionner sans problème. Donc, en fait, il faut savoir que les noyaux, il y en a vraiment des millions, et il suffit qu'il y ait un noyau pour que ça fonctionne. Merci pour la conférence.
J'ai une question en fait à propos, à partir d'une certaine concentration, il acceptait plus de passer sur le pont. Oui. Mais ce que je me demanderais, c'est si du coup vous mettez cette concentration autour de lui, il va juste rester et commencer à rentrer en phase dormante ou il va quand même essayer de forcer? C'est une bonne question. On l'a fait sans le vouloir, parce qu'on avait des personnes qui venaient filmer l'expérience et mon étudiant s'était trompé dans les concentrations. Il avait fait un truc super et il l'avait aussi entouré comme ça. Et en fait, le blob, il a fait une structure 3D, il est parti vers le haut et il est allé sur le couvercle de la boîte et il a retraversé pour trouver la nourriture de l'autre côté comme ça. Et on avait 4 réplicages juste, donc on ne peut pas faire des conclusions, hein, parce qu'on avait préparé 4 boîtes au cas où, et les 4 fois ils l'ont fait. Il est passé par le haut. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye de l'isoler comme ça dans une substance, il part vers le haut. C'est une espèce de stalactite. Et ce que je me demandais, c'est aussi, théoriquement, il n'est pas nourri dans ces conditions, donc d'où est-ce qu'il sort toute l'énergie, toute la matière pour Dans quelles conditions? Dans ces conditions-là, par exemple. Ah non, si vous laissez un blob, par exemple, explorer une boîte sans nourriture du tout, pendant plus de 7 jours, en fait, ce que vous allez voir, c'est qu'il a quand même toujours de l'énergie, mais en fait, il fait de l'autophagie et il rétrécit. Ils deviennent de plus en plus petits. Il s'auto-mange, en fait. Il s'auto-sacrifie. Et c'est après, il rentre en dormance. Quand vous séparez un blob en deux, vous avez dit qu'ils fonctionnaient, donc les deux nouveaux blobs, de manière autonome. Est-ce qu'ils sont absolument identiques? Est-ce qu'ils ont la même information Alors ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir s'ils sont tout à fait identiques parce que déjà, ils n'auront pas forcément le même nombre de noyaux parce qu'il faudrait vraiment qu'on soit chanceux pour qu'on ait mis le même nombre de noyaux. Et pour répondre un peu à la question quand même, on a fait des expériences avec mon étudiant. On voulait faire de la sélection, comme de la sélection sexuelle, mais sans passer par la reproduction chez le blob, justement en coupant et en sélectionnant les plus rapides et les plus lents. Et en faisant des découpes comme ça pendant plusieurs mois, on a fait ça. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le blob, par exemple, si on le prend près du front d'exploration, il est beaucoup plus rapide, il a beaucoup plus d'informations qu'un qui est dans le front, mais il peut récupérer chaque jour. Donc en fait, finalement, on n'a pas réussi à faire de sélection du tout. On s'est retrouvé toujours avec les mêmes blobs, mais il montre cette variabilité. Il y a une hétérogénéité, même on avait traqué les noyaux à l'intérieur de la cellule, parce qu'au départ, on voulait faire comme chez les fourmis pour voir s'il y avait une division du travail entre les noyaux. Et les noyaux, quand on les marque au DAPI, on voit qu'ils sont plus concentrés dans les fronts actifs, c'est-à-dire là où ils explorent. Mais c'est tout, on ne sait pas s'ils sont identiques, complets. Et juste du coup, pendant l'expérience en U, si le blob, donc vous lui faites parcourir, faire le tour, etc., si vous le coupez en deux et que vous mettez une de ses moitiés, vous la remettez exactement au même endroit, est-ce qu'il se refait piéger ou est-ce qu'il contourne directement? Il se refait piéger. On n'a pas montré une vraie mémoire spatiale, c'est vraiment une mémoire externe comme les fourmis avec les phéromones. Et pour l'instant, sorti de l'habituation, on n'a pas montré des mémoires qui sont un peu plus compliquées, comme par exemple une mémoire associative. Chaque fois que tu vas rencontrer de la vanille, tu vas avoir à manger après. Ça, il ne comprend pas. On a essayé des mois, bien sûr, on n'a jamais réussi à démontrer ça. Jamais. Merci. Bonjour, je me demandais si le blob avait une substance qui le nourrissait, mais qui serait par exemple un gaz, est-ce qu'il prendrait une forme, étant donné qu'il ne peut pas aller la phagocyter, s'enrouler autour et la manger, est-ce qu'il prendrait une forme, par exemple, pour maximiser sa surface? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous l'avez vu? C'est une bonne question. Non, on n'a jamais donné des... alors, je ne sais pas s'il pourrait prendre des gaz, mais en tout cas, on a montré que selon le type plutôt le type d'hygrométrie, on allait pouvoir changer la forme. Par exemple, si on le met sur des agars qui sont extrêmement concentrés, on va avoir beaucoup plus de veines. Mais la nourriture, ah oui, si, il y a quand même un truc qu'on avait démontré, quand on lui donne des protéines, des régimes extrêmement protéinés, les veines disparaissent. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. On perdait toute la structure veineuse. Et le blob se partageait en petits morceaux, ce qu'il ne fait jamais normalement naturellement. C'est toujours par accident, c'est nous qui le coupons en morceaux. Et là, il le faisait naturellement. Et j'ai un chercheur qui avait trouvé les mêmes choses à Oxford. Et on se disait que c'était parce qu'il était dans un environnement tellement riche qu'il n'a plus besoin de faire circuler en fait, les nutriments à l'intérieur de la cellule parce qu'il est dans un environnement très très riche. Mais honnêtement, on n'a jamais tenté votre proposition. Est-ce que vous savez comment il fait génétiquement pour avoir plus de 700 sexes différents? Alors le sexe chez le blob il est déterminé donc génétiquement comme chez nous, mais c'est pas lié à un chromosome, c'est lié à une série de 5 gènes. Et c'est une histoire de combinatoire. Alors c'est pas une histoire de combinatoire simple, etc. Mais il y a des histoires en fait. Ils ont plusieurs comme des clés. Je sais pas si la reproduction chez les champignons, je sais pas si vous connaissez. Mais il y a des systèmes qu'on appelle des MAT A, MAT B, MAT C. Et en fait, par exemple, 2 blobs qui seraient MAT A peuvent même pas se reproduire. Donc après, s'ils sont de différents MAT, on passe au suivant, etc., etc. Et donc ils arrivent à une combinatoire. Mais ils en sont même pas sûrs. C'est un papier qui date de 2016 qui dit 700 ou 720, je me rappelle plus. Mais ils en sont pas sûrs parce que de toute façon, ils n'ont pas trouvé tous les blobs possibles. C'est juste vraiment une hypothèse.
pour l'instant. En tout cas, c'est clair qu'il y a au moins 700 types sexuels. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Hein. Chez les champignons, il y a des champignons qui ont 1000 types sexuels. L'amibe sociale, Dictyostelium, elle en a 7. Il y a des petits ciliés qu'on en a 5. Enfin, chez les unicellulaires, c'est quelque chose de très fréquent. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion du nombre différent de gènes entre, par exemple, l'homme et les... Non, parce qu'en fait, il a 32 000 gènes, mais en fait, c'est du charabia. Il a beaucoup de séquences qui sont répétées. Et donc, le génome a été séquencé fin 2015, mais il est très mal annoté et surtout extrêmement mal assemblé. Alors, quand on séquence les génomes, la plupart du temps, c'est mieux quand on a des grands morceaux. Mais le problème, c'est qu'on fait ça avec une enzyme, une ADN polymérase. Et en fait, l'enzyme, dès qu'il y a des séquences répétées, elle saute. Et chez le blob, en fait, il a plein de gènes comme ça, puis après, il rentre, et puis il a des bases qui se répètent, mais des milliers de fois, des choses comme ça. Et du coup, l'enzyme, elle saute. Et du coup, ils ont fini avec un amas de toutes petites séquences comme ça. Et donc, c'est comme faire un puzzle 30 000 pièces où toutes les pièces ont la même couleur. Donc, en fait, ils ont énormément de mal à l'assembler. Et donc là, ils font de la bio-info pour essayer de voir s'ils pourraient trouver dans quel sens sont ordonnés les gènes. Mais honnêtement, pour l'instant, on ne peut pas utiliser le génome actuel comme il est publié, parce qu'il n'est pas du tout bien fait. En fait. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de refaire avec les nouvelles technologies. Est-ce que le blob, il peut se défendre face à des prédateurs? Alors, on a remarqué, on a fait une observation en labo, elle a été faite aussi aux États-Unis par un de mes collègues, que quand il se fait attaquer par un prédateur, donc par une limace où lui, il travaillait sur les planaires, il avait mis des planaires dessus. Il tétanise même la limace. Au bout d'un moment, elle se tétanise complètement. Et donc, notre hypothèse, c'est peut-être qu'il relâche des neurotoxines, en fait, qui anesthésie. Donc, il y a plein de fois où on voit, même j'ai un étudiant qui me disait qu'à force de le tripoter toute la journée, parce qu'il ne met pas de gants pour faire ses expériences, il perdait un petit peu la sensibilité des doigts. Elle revient après, je vous rassure. Mais il y a un petit côté anesthésiant du blob. Alors, personne n'a trouvé la substance encore, mais donc, il est possible qu'il ait... Et il paraît aussi que si on en mange en grande quantité, c'est pas très bon. Quand on ne le nourrissait pas, il grossissait de plus en plus jusqu'à un certain stade où il sortait de son environnement, enfin sa petite boîte. C'est dû à quoi ça? En réalité, on a l'impression comme ça qu'il grossit indéfiniment, mais en fait, comme c'est une pile de boîtes, il y a 6 blobs, ils fusionnent et puis alors là, il s'étale un maximum. En fait, le blob, il peut très bien il peut faire la taille d'une pièce de 2 € ou après d'une feuille A4 avec le même matériel parce qu'il peut extrêmement s'étaler en fait. Donc on a souvent l'impression que quand nous, il s'échappe, on a des blobs des fois qui font plus d'1 mètre carré dans les chambres, alors que c'est un tout petit blob au départ, mais en fait quand il est dans ses flocons d'avoine, il est un peu partout et il est tridimensionnel. C'est un petit peu comme si vous déroulez votre intestin, en fait, finalement il est pas il est pas plat complet, dans les flocons d'avoine il est vraiment partout, et quand on l'étale finalement il est beaucoup plus gros que ce qu'il est dans une boîte. Et quand bien sûr il s'échappe, alors là il s'étale vraiment. On l'a déjà retrouvé au plafond une fois. Moi, j'ai une question par rapport aux 3 blobs japonais, américains et australiens. Est-ce que vous avez des hypothèses sur les différences de comportement entre ces 3 blobs? Est-ce que ça vient d'une sélection naturelle ou de quelque chose comme ça Alors, ça peut être juste une variabilité génétique. N'importe quel animal, organisme même s'il appartient à la même espèce, a forcément des variabilités génétiques. Et là, on a récupéré... Alors, au début, on jouait avec 3 blobs, maintenant, on en a 7. Et on a des grandes variabilités. On en a trouvé un qui est encore plus lent que l'australien, encore plus rapide que le japonais. Donc clairement, il y a une grande gamme. Et là, on essaye de voir plutôt au niveau populationnel, parce que faire des expériences avec que 3 patrimoines génétiques, c'est vraiment trop peu. Mais bizarrement, pourquoi on en a si peu? C'est que Physarum polycéphalum, il est vendu donc par des organismes, des manufacturiers, aux États-Unis, au Japon et en Australie. Donc ils vendent un seul blob qui clone. Et dans la nature, si vous voulez aller en chercher, le problème c'est qu'il y en a tellement qui ressemblent à Physarum qu'il faut des taxonomistes extrêmement bons pour pouvoir les différencier. Ça se différencie des fois, franchement, en nombre de pores qu'il y a sur la spore. Donc ça peut être extrêmement compliqué. Et les taxonomistes, c'est des gens qu'on n'emploie plus dans la recherche maintenant parce qu'on pense que c'est pas important de faire de la taxonomie. Et donc il y en a une seule en Europe qui peut, par exemple, identifier des myxomycètes vraiment de manière précise et dire ça c'est Physarum. Parce que là, nous on a reçu un nouvel organisme qui s'appelle Badamia, qui est aussi un myxomycète, mais franchement, on ne sait pas faire la différence dans les boîtes. Si on ne labellise pas les boîtes, on ne sait pas que c'est pas Physarum. En fait, tous les plasmodes, ce qu'on appelle les plasmodes, c'est donc ces cellules géantes, elles sont souvent chez les Physaridés, il y a déjà 200 espèces, elles sont jaunes avec des veines, etc. Donc ça devient assez compliqué. Et c'est pour ça que les gens les achètent, et c'est pour ça qu'il y a très peu de variabilité dans les achats. Voilà.
Et donc ces autres espèces proches, est-ce qu'elles ont les mêmes caractéristiques que le blob au niveau de l'intelligence et tout ça Voilà, ou... c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on a fait revenir Badamia dans notre labo pour tester Badamia. Alors le problème, c'est que Badamia est extrêmement lent, donc les expériences durent très longtemps. Vraiment, déjà, il a une croissance qui est vraiment même 10 fois inférieure à celle de l'Australien. Donc c'est extrêmement difficile de travailler avec. Mais pour l'instant, en tout cas, on a montré qu'il était capable de s'habituer aussi. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des neuroscientistes, neuroscientifiques. Comment travaillez-vous avec les autres chercheurs qui s'intéressent justement à ces questions de neurosciences? Alors moi, je suis dans un laboratoire de neurosciences, donc je les vois vraiment au jour le jour. Alors, s'il y en a certains qui sont assez ouverts sur l'apprentissage chez les unicellulaires, qui trouvent ça vraiment extra. Nous, on travaille avec des gens aux États-Unis maintenant qui travaillent sur les planaires. Et eux, ils étaient très ouverts à cette idée-là, parce que je ne sais pas si vous connaissez les planaires. C'est un petit verre plat, et quand on le coupe en morceaux, ça refait des verres à chaque fois. Et on peut le couper jusqu'à 357 morceaux, mais si on dépasse 357, ça ne marche plus. Il faut avoir une taille minimale. Et lui, en fait, il faisait des expériences où il apprenait des choses à des planaires. Donc les planaires, elles ont un cerveau, donc c'était assez facile à associer une lumière avec une source de nourriture. Et en fait, dans son expérience, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait la tête de la planaire. Et elle repoussait automatiquement. Et il se montrait que la planaire se rappelait de son apprentissage. Donc clairement, la mémoire n'était pas stockée que dans le cerveau, parce qu'il y a bien sûr des ramifications nerveuses dans le corps. Et du coup, lui était très ouvert à une autre forme de mémoire, une mémoire un peu plus cellulaire au sens plus général du terme. Donc les neuroscientifiques sont quand même souvent très chaleureux. Même il y a eu un moment, vous connaissez la Plisiste, l'image géante qui est un modèle en neurosciences. Ils ont montré dernièrement que si on prenait des ARN, des micro-ARN d'une aplysie qui avait appris, qu'on les transférait dans une aplysie qui n'avait pas appris, ça pouvait transmettre un apprentissage. Donc il semblerait que l'apprentissage ne repose pas entièrement que sur des connexions synaptiques, mais aussi par des petits transferts de petites molécules. Donc les gens sont assez ouverts. De toute façon, on a suivi tous leurs critères. Hein. Franchement, on a pris le papier de l'habituation, on a regardé tous les critères pour pouvoir conclure habituation, et on a vraiment suivi toutes les étapes. Donc après, il y a des gens qui disent oh oui, c'est peut-être plus une réponse au stress. Donc on a quand même des petites critiques. Mais pour l'instant, vraiment, c'est une très bonne collaboration avec les neuroscientifiques. Merci beaucoup Audrey Dussutour pour ce Café des Sciences, ce dernier Café des Sciences de la saison. Moi, je voulais en profiter au nom du comité de programmation pour remercier les 2 élèves qui se sont particulièrement investis cette année et qui ont travaillé avec la direction de la com, le département de première année, le département SEGF et le département GCC et SHS. Je n'oublie pas à la préparation de ces 4 Cafés des Sciences qu'on a organisés cette année. Et puis je crois que l'année prochaine, il y a une relève. Donc je félicite et remercie les élèves qui vont prendre le relais de Nicolas, de Sixtine, qui ont été vraiment très, très actifs dans la préparation des Cafés des Sciences. Voilà, encore une fois, merci. Merci à vous. Et puis votre ouvrage, il sera à la source. Donc si vous souhaitez, les élèves, l'emprunter, ce sera tout à fait possible. Donc on va vous demander une petite dédicace, comme le veut la tradition. Merci beaucoup. Merci.